Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, chers auditeurs. Nouveau numéro des répliques du Nouveau Conservateur. Cette fois, avec un ancien de Radio Courtoisie, qui n'est pas venu ici depuis longtemps, Maître Roland Sanviti. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Je peux vous appeler Maître, mais je peux vous non, surtout appeler pas aussi Roland. cher Non, Marie. je vous l'ai déjà dit, Paul-Marie. Non. Nous nous Bonsoir, connaissons. Paul-Marie. Et je suis très heureux que vous soyez là à plusieurs titres. D'abord, pour tout ce que vous avez à nous dire, et puis pour la présentation d'un livre que vous venez faire paraître, qui s'appelle Guerre de conquête à l'aube de troisième millénaire. Ça en dit très long. Le titre déjà, et le livre est volumineux, mais aussi parce que vous avez beaucoup compté pour cette radio à ses débuts, dans les années 90, même je crois en 1990. Ouais. Vous êtes très souvent venu à Radio Courtoisie. Ouais. Et puis, ça s'est estompé. Pendant des années, vous n'êtes pas venu, sauf, je crois, avec Yvan Blot, mais ça fait déjà un certain temps, qui était un de nos amis communs, hélas disparu. Et alors, j'ai grand plaisir à vous voir dans ces studios très rénovés, un peu ébahis, car beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Tout à fait. Sous les ponts, Radio Courtoisie, c'est... comment dit-on, modernisé, devient très confortable. Enfin, nous avons acquis une visibilité. D'ailleurs, Pierre-Alexandre Bouclé me disait avant-hier que sur l'île de France, nous ne sommes pas loin de 5 ou 6% d'audience, juste derrière Europe 1, ce qui est quand même une grande chaîne. C'est une bonne performance. Et je suis heureux de vous revoir dans ce studio, mon cher Roland, et de voir le parcours qui a été accompli par nous tous. En réalité, c'est l'occasion peut-être de saluer les grands anciens. Vous étiez un ami de Jean-Gilles Maliarikis. Tout à fait. Vous avez fait des émissions dans les années 90 avec 30 émissions. Avec 2 ou 3 autres grands anciens de Radio Courtoisie. Je ne sais plus lesquels exactement pour tout vous dire. C'est-à-dire que, voilà comment ça s'est passé, très simplement. Travaillant sur les institutions depuis très longtemps, on y viendra peut-être tout à l'heure. Oui, c'est votre cœur de métier, les institutions. Voilà, les institutions. Et puis, par dérivé, excusez-moi, je vous coupe, vous êtes un grand spécialiste, nous allons en parler au cours de cette conversation, des structures mafieuses, internationales et financières. Dès l'instant où elles ont acquis, d'une certaine façon, une dimension institutionnelle. Voilà. Alors, mais vous êtes avocat, beaucoup de droit public. Non, droit des entreprises au sens large. Droit des entreprises à 80-90%, et des dossiers un peu divers, je n'évoquerai pas, mais même des grands dossiers, mais en revanche, le droit des entreprises. Ouais. Très bien. Mais alors, vous avez eu vous aviez des émissions sur quel thème dans les années 90 ? Alors, ça s'est passé de la façon suivante. Pendant des années, j'allais chez Jean-Gilles, dans sa librairie, pour récupérer des ouvrages sur des sujets sensibles que l'on ne trouvait pas dans les autres librairies. Et nous avons sympathisé avec Jean-Gilles. Je ne vais pas citer les auteurs, mais ce sont des ouvrages qui sont aujourd'hui malheureusement d'actualité, sur une forme de guerre non conventionnelle, la drogue, les affaires sensibles en matière financière, enfin les scandales. Et un jour, Jean-Gilles me dit, est-ce que cela vous intéresse-t-il de faire des émissions sur Radio Courtoisie ? Denis Rousselot, qui a l'émission du vendredi soir, voudrait alterner une semaine sur 2, ne pas venir. Donc vous avez, si vous êtes d'accord, un vendredi sur 2, vous pouvez être directeur d'émission. Bien. Alors je vous le dis d'emblée, d'abord je n'avais pas cette habitude, premièrement. Étant avocat d'entreprise, je suis très sensible à la parole, bien entendu, et à l'art oratoire, mais je dirais que j'étais pas tellement préparé. J'étais pas préparé. Et ça a été, c'est le cas de le dire d'ailleurs, je me suis jeté un peu dans le bain, un peu brutalement. Et ce qui m'a plu, c'est que Jean-Gilles, à l'époque, alors je crois me souvenir que Radio Courtoisie, d'ailleurs je l'ai appris après, avait été créé par Jean Ferré en 87. Oui, donc c'était, tout de suite après, c'est bien ce que je dis, vous êtes juste parmi les pionniers. Donc il y avait des grands qui étaient des animateurs de qualité, que vous avez connus peut-être, et Jean-Gilles en faisait partie. Ça veut dire d'ailleurs que nous allons
célébrer le 40e anniversaire de Radio Ouais, Courtoisie l'année prochaine. C'est extraordinaire. Et donc, simplement, j'avais toute liberté. C'est bien, mais on a toujours toute liberté sur Radio Courtoisie. Alors, j'ai fait le bonheur de venir cette sur radio. 30 émissions, j'ai gardé plus ou moins parce que je ne les ai pas tous, malheureusement. Et je sais que Radio Courtoisie, je crois, ne les a pas. On a les archives. Oui, je ne sais pas si vous les avez toutes. J'ai fait venir 20 magistrats, 20 émissions consacrées à la justice et une dizaine consacrées au système de santé. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. D'abord, je dois demander pardon à nos auditeurs qui envoient des questions pendant les émissions. J'avais l'habitude d'en lire pas mal lorsque les émissions duraient 3 heures, mais mon libre journal durait 3 heures. Maintenant, c'est tellement court qu'on est obligé d'aller très vite. Et je ne passe pas les questions, mais simplement, je voudrais y répondre globalement. D'abord, je voudrais saluer Jean-Denis Routier, qui donne son nom chaque fois et qui est un homme bien aimable, qui nous écoute avec grand intérêt et qui nous donne d'ailleurs des informations importantes. Je ne vais pas toutes les reprendre ici, mais merci, croyez bien que je les lis et que j'en fais mon miel. Beaucoup de gens aussi, beaucoup d'auditeurs m'ont interrogé sur ce qu'ils ont trouvé un peu étonnant, c'est qu'à 2 reprises au mois de mars, j'ai invité 2 Libanais, qui étaient des Libanais maronites, peu importe leur nom, qui ont l'un et l'autre dit ce que mes auditeurs ne pensent pas que j'ai avalisé. Bon, j'étais très courtois, je n'ai pas avalisé. L'un et l'autre ont dit, mais je voulais les entendre de mes oreilles, c'est pour ça que je les ai invités, que les grands malheurs du Liban provenaient du sécessionnisme du Hezbollah. J'ai regardé l'histoire du Hezbollah, j'ai regardé l'histoire des 60 ou 70 dernières années si souffrantes du Liban. En réalité, les choses ne sont pas passées comme ça. La première menace, elle vient d'Israël. Et le Hezbollah s'est conçu comme un mouvement de résistance. Et j'étais très étonné, un mouvement de résistance. Et alors évidemment chiite, évidemment qui a fini par constituer un État dans l'État, un État libanais qui était dépourvu d'armée et qui a trouvé un réseau de résistance puissant, alors puissamment aidé par l'Iran, qui a été le Hezbollah. Mais ceux qui, comme mes invités, je ne redis pas leur nom parce que c'est pas gentil de les critiquer alors que je ne l'ai pas fait quand ils étaient dans ce studio, je voulais simplement les entendre. Me rappelle un peu ces braves Français qui disaient que la résistance française et le gaullisme étaient fort dangereux parce que ça excitait les Allemands, n'est-ce pas? Alors le Hezbollah est très dangereux parce que ça excite les Israéliens, les appétits israéliens. Mais enfin, qui a commencé quand même? Finalement, cette affaire du Liban est en train d'évoluer puisque Israël, dans son ire et sa folie actuelle, enfin qui est celle de son gouvernement et d'une partie, hélas, de l'opinion israélienne qui a l'air de se terrer ou alors de suivre le gouvernement dans le brouillard, c'est vraiment juré de détruire tout ce qui l'entoure. Ça a été le Liban dans les années 70 et 80, ça a été l'Irak, ça a été la Syrie, ça a été la Libye, ils sont à peu près à l'Égypte. Bien entendu, ça a été tous les Palestiniens et les mouvements qui se formaient dans la résistance palestinienne. Maintenant, c'est l'Iran. On se demande même si un jour Israël n'attaquera pas la Turquie. Et il y en a qui estiment que c'est nécessaire, figurez-vous, pour s'étendre sur l'ensemble du Proche-Orient. De folie. Au moins si l'on mesure le nombre de la population d'Israël, qui diminue d'ailleurs, parce que beaucoup de ses habitants fuient. 9 800 000 personnes, c'est quand même pas une puissance importante, mis à part la force et la puissance de l'armée, mais enfin on ne peut pas faire reposer l'ordre de toute une région sur une armée et sur la force. Enfin, c'est vraiment attentatoire à la justice la plus élémentaire. Et il faut ajouter que les moins de 10 millions que constitue la population israélienne sont constitués de, ça a été 15, puis 18, puis 20, maintenant c'est plutôt 22 ou 25%. Une population arabe qui croît à mesure que les Israéliens d'obédience juive non seulement ne viennent plus, ne font plus leur alia, mais fuient. Donc,
je pense qu'il y a une attitude suicidaire. Et je pense qu'il est aussi tout à fait suicidaire pour les défenseurs d'une minorité, car c'est devenu une minorité au Liban, les maronites, les chrétiens, de penser qu'ils vont régenter tout un pays, qui est un pays arabe d'ailleurs, et dont la majorité est musulmane. Alors chiite pour partie, et d'ailleurs cette proportion croît, et sunnite pour une autre. Donc je voudrais un peu rappeler les uns et les autres à quelques considérations élémentaires, non idéologiques, mais rappeler tout de même qu'il faut tenir compte des populations et que la force, que ce soit celle des maronites qui ont structuré le Liban pendant longtemps, mais qui pour autant ont été incapables de créer une armée. Et c'est d'autant plus choquant qu'il y a beaucoup de Libanais riches. Alors ils sont répartis dans l'ensemble de l'univers. Il y a des Libanais en Asie, il y a des Libanais dont on dit qu'ils tiennent, j'ai pu vérifier quand j'étais à la direction d'Afrique du Quai d'Orsay, qu'ils avaient une importance énorme dans l'Afrique de l'Ouest et qui produisaient des richesses magnifiques. En Amérique latine aussi, sans aller plus loin, en France aussi, il y a des Libanais très riches, certains possèdent des journaux. Mais que font-ils de leur pays, ces fiers maronites? Ils ne sont même pas capables de payer des impôts au Liban pour constituer une armée. Et après, ils se plaignent que la minorité chiite défende son territoire. La position des maronites est absolument incompréhensible. J'étais tellement stupéfait que j'ai invité, oui, en effet, on s'en étonne, mais c'est comme ça, j'ai voulu les entendre. Ils ne m'ont pas convaincu du tout, je ne leur ai pas dit par amitié, mais je comprends qu'on s'étonne de ce que j'ai fait au mois de mars, dans un autre but aussi, c'est qu'il m'a semblé que la France avait un rôle à jouer au Liban. Et je regrette profondément, car j'ai consulté des hommes de l'art et de la marine française, et même de haut gradé. Il était tout à fait possible pour la France d'envoyer au large, il est fait pour ça, ou alors pour rien du tout, au large de Beyrouth, le porte-avions Charles de Gaulle, et de venir renforcer, sans demander l'autorisation de personne, la FINUL, pour jouer un rôle d'interposition. Ce rôle d'interposition entre le Liban du Nord et Israël, le Hezbollah et Israël, que Israël veut jouer en conquérant carrément des territoires, en les détruisant, en installant le drapeau israélien sur des terres de souveraineté libanaise. Là, la France aurait dû intervenir. Il fallait envoyer des soldats, tout simplement, pour s'interposer, même au risque de conflits ouvert. Enfin, je pense que ça ne serait pas allé très loin et que la France a quand même assez de puissance pour faire entendre raison et sauver la libanité du Liban. Je regrette que ça n'ait pas été fait. Pourtant, j'ai formulé cette... mais enfin, on ne peut pas dire que je m'attendais à ce que ce soit suivi des faits, que la France ne soit pas intervenue. Elle aurait beaucoup, à ce moment-là, modifié les équilibres, parce que l'Europe est tristement absente de ce terrain de conflits dont les conséquences rejaillissent sur elle, et elle est là en spectatrice. La France aurait pu, peut-être qu'elle le pourrait encore, jouer un rôle de médiation au Liban Sud par la force armée, par le déploiement de certains contingents armés, le renfort de la marine française, et les équilibres auraient été un peu meilleurs. Bien, j'ai fermé cette réponse collective à plusieurs questions. Mon cher Roland, je reviens vers vous à propos de ce livre, Guerre de conquête à l'aube du troisième millénaire, qui est un peu votre testament. Vous êtes trop jeune pour qu'on parle de testament, mais vous y avez mis beaucoup de choses. Oui. Et il y a des choses qui reviennent chez vous, et vous m'avez permis, notamment en m'envoyant beaucoup de livres, parce que vous faites le sacrifice d'envoyer à vos amis les livres qui vous ont plu. Ça, c'est magnifique. Vous jouez un grand rôle pour nous, d'ailleurs, de réinformateurs. Il y a des livres que je cite, comme celui de Jean-François Guéraud, je crois. Tout à fait, oui. La CIA et la Maison Blanche, qui est bouleversant. La mafia et la Maison Blanche. Ça illustre également cette réflexion. Hein. Et votre réflexion, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes d'ascendance corse, votre réflexion tourne beaucoup autour du rôle des mafias. Non, il y a un autre livre que vous m'avez envoyé, d'ailleurs, sur Roosevelt. Oui, mais c'est la suite. D'ailleurs, c'est sur la suite de la Réserve fédérale. Voilà. Tout part de là. C'est la création de la Réserve fédérale en 1913. Voilà. Et avec Roosevelt, effectivement, qui a poursuivi cette voie, absolument. Et vous montrez que Roosevelt, ça c'est le témoignage de son gendre,
qui a été à son cabinet, on peut dire, qui a été très proche, qui s'appelle Mills, je crois. Oui, il a été marié avec sa fille. Quel est son nom, j'ai oublié. J'ai oublié son nom également, je ne l'ai plus en tête, mais il a divorcé et ensuite il a écrit cet ouvrage qui est très intéressant. Qui montre un Roosevelt entièrement, enfin pas entièrement, mais largement pris en main par la mafia. Voilà, on peut dire. On pourrait, je vous interromps parce que sinon je vais oublier. Je vous en prie. Votre analyse de tout à l'heure était excellente, sans flagornerie. Parce que ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est exactement la même chose. À propos du Liban ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est le problème des minorités et de la majorité. Oui. Les minorités sont très actives, ont des intérêts communs, n'est-ce pas, très soudés, et très actifs. Et s'imposent aux majorités. Hein, Comment ? Et s'imposent aux majorités. Et s'imposent, je dirais, suivez mon panache blanc, donne une direction à la majorité qui est plus ou moins soumise. Donc vous retrouvez ce schéma dans la communauté juive avec les diasporas et l'antagonisme qui a pu exister au moment de la fondation d'Israël en 1949, à savoir que certains Israéliens étaient contre. C'est-à-dire, si on a un État, on va être fragile. On va avoir une assise territoriale avec tout ce... Le Liban a été confronté un peu, la diaspora est très forte, très puissante à l'extérieur, aussi, oui. Et très faible à l'intérieur, à cause des Maronites, des Druzes, des Sunnites, etc. Parce qu'ils ont fui le Liban. Voilà, exactement. Par conséquent, le rôle des minorités est toujours très important, vous le retrouvez partout d'ailleurs, partout. Et dans les minorités, il y avait des articles sur ce sujet, et on le voit encore aujourd'hui. Rappelez-vous que la fondation de l'État d'Israël s'est précédée. Vous avez des ouvrages sur les attentats terroristes, on ne peut pas les appeler autrement, menés par les mouvements comme la Haganah, l'Irgun, les services, etc., contre les Anglais. Oui. Bien. Donc c'est un sujet, je dirais, qui a toujours existé. Et les mouvements de résistance, et là, c'est difficile de ne pas l'évoquer, sont des mouvements de violence, n'est-ce pas, avec des assassinats, des attentats terroristes. Bien. Et donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, au travers de l'impossibilité, la seule différence, et là, je ne connais pas suffisamment bien le sujet, mais enfin, à force d'écouter, ce sont les divisions internes. En fait, dites-moi si je me trompe, les divisions internes qui ont à la fois rapproché les Libanais, mais je dirais le fait qu'il y ait les Maronites, les Sunnites, les Chiites et les Druzes, etc., ils ont réussi à s'entendre sans avoir réussi effectivement à bâtir une armée pour défendre leurs terres. D'autant plus qu'une grande partie de la diaspora, très puissante, n'est-ce pas, les aidait indirectement ou faisait leurs affaires à l'extérieur. Ce qui a été, et on le voit aujourd'hui à quel point c'est pas facile d'ailleurs, vous le retrouvez en Israël où vous n'avez pas cette division. Vous avez les Ashkénazes, les Séfarades. Je dirais que... c'est une division aussi. C'est une division aussi. Important. Avec toute la discussion qui intervient aujourd'hui sur l'origine, n'est-ce pas, des Ashkénazes, les Khazars. L'ouvrage remarquable de Laurent Ozon, L'origine des néoconservateurs aux États-Unis. Nous avons parlé avec lui. Voilà, exactement. La communauté juive ashkénaze qui a quitté l'Union soviétique pour aller aux États-Unis, et donc qui a été une minorité très agissante. Et qui s'est reconvertie dans un mouvement que l'on a appelé les néoconservateurs. Exactement. Très anti-russes. Voilà. Donc, et donc, avec leur savoir-faire, etc. Donc, vous avez toujours des minorités agissantes, et l'un des sujets sur lesquels nous travaillons sur les institutions, c'est effectivement la finance et la dimension criminelle. Et très souvent, moi, pour l'avoir entendu, et ce qui m'a valu d'ailleurs, à l'époque, lorsque je suis passé sur Radio Courtoisie, je ne vais pas donner de détails, mais une campagne contre moi, antisémite, anti-franc-maçon et fasciste. Bon, ça faisait beaucoup à la fois. On vous affublait de ces trois qualificatifs. Absolument. À l'époque, oui, à l'époque. Déjà, j'ai eu une campagne. Et d'ailleurs, ça a été très intéressant parce que ça démontrait, alors que je fuyais toute forme de publicité à l'époque, et même dans les grands dossiers, je ne cherchais pas à être dans les médias, mais je me suis aperçu que certaines personnes pouvaient être attentives à des analyses susceptibles de les gêner. Et notamment le sujet de la finance, des amis communs que je ne citerai pas aujourd'hui, des amis communs que vous connaissez bien, lorsque j'ai été amené, au début, plus maintenant, à évoquer la dimension criminelle de la finance telle qu'elle est devenue depuis presque un siècle, pour des raisons qu'on peut expliquer, vous disent « mais vous êtes antisémite ».
Non, absolument pas. C'est complètement stupide. On se sert de la communauté ou de l'antisémitisme. C'est un bouc émissaire, n'est-ce pas, de façon à masquer une réalité. Et à rendre encore plus intouchables Voilà. ces grands réseaux mafieux Absolument. Vous avez tout qui compris. surplombent le monde. Exactement. Voilà, et qui disent d'ailleurs, c'est l'épigraphe qui est remarquable pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais que je conseille vraiment. L'épigraphe qu'a choisi Jean-François Guéraud dans La Mafia et la Maison Blanche, « Je règne par l'étonnant pouvoir de l'absence ». Ça, c'est fabuleux. Je crois que lorsqu'on a dit ça, on a tout compris. Expliciter cette phrase tout de même assez énigmatique. Elle est magnifique. Je règne par l'étonnant pouvoir de l'absence. Nous n'existons pas. Mais lorsque nous venons demander un service... Qui nous ? Ces organisations qui ont pris un grand développement depuis, je dirais, grâce à la finance. La finance a été le cheval de Troie des organisations criminelles de type mafia. On peut aller jusqu'à parler de gouvernement mondial ou en tous les cas de réseau international. C'est plutôt un réseau international. Non, c'est plus compliqué qui se comporte. Non, vous allez comprendre, et j'aime bien illustrer. Grâce à Refaire, j'ai donné des cours pendant plusieurs années à l'Institut de criminologie. Et j'ai pris l'habitude, les ouvrages que je diffuse aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, expliquant ces sujets un peu sensibles et un petit peu bien provocateurs pour certains, je distribuais à mes étudiants des articles de presse qui n'avaient rien à voir avec Sanviti, ni avec des ouvrages, mais l'article de presse qui résume le mieux cela, c'est ce que nous venons d'évoquer, c'est l'article de Christian Debris du Monde diplomatique d'avril 2000, que j'ai sous les yeux, « État, mafia et transnational comme larron en foire ». Et je le lis à chaque fois des extraits. « Abandon de souveraineté, mondialisation libérale permettent aux capitaux de circuler sans contrôle d'un bout à l'autre de la planète, ont favorisé l'explosion d'un marché de la finance hors la loi, moteur de l'expansion capitalistique et lubrifié par les profits de la grande criminalité. » Excusez-moi, mais lorsqu'on a dit ça, on résume le XXe siècle et une partie du XXIe siècle. Alors, ce n'est pas un gouvernement mondial, mais c'est tout de même une superstructure qui surplombe les États et qui les domine qui leur dicte telle ou telle attitude. Il y a plusieurs exemples. Vous finissez d'ailleurs ce gros livre, parce qu'il fait plus de 600 pages, il est très volumineux. Vous finissez sur une illustration qui nous a tous touchés, et vous d'ailleurs personnellement, particulièrement, c'est l'affaire de la picouse obligatoire, enfin la Covid, dont vous dites d'ailleurs, sans mâcher vos mots, qu'elle a été artificiellement gonflée. On a fait en sorte que, y compris par les confinements, que le virus circule de plus en plus, notamment en confinant les familles pour être sûr que tout le monde s'intoxique, s'intoxique à mesure. Enfin, je ris, mais c'est sinistre. Vint ensuite le grand sauveteur Pfizer. Les picouses sont devenues presque obligatoires. Heureusement, un certain nombre de gens un peu avisés, moi notamment, mais nous étions nombreux, y ont échappé. Mais tout ça, pour vous, c'est une opération de la grande finance dans son volet pharmaceutique. C'est ça. Mafieuse. C'est les articles qui ont été écrits, les ouvrages qui ont été écrits il y a plusieurs années sur la mafia des laboratoires. Effectivement, les organisations criminelles de type mafia, il faut le distinguer, n'est-ce pas ? La Convention de Palerme, qui a été mise en place par l'ONU en 2003, c'est-à-dire quelques années après l'assassinat de Falcone, le 23 mai 1992, si vous voulez, la finance et les laboratoires pharmaceutiques ont été un petit peu, les chevaux de Troie des organisations criminelles pour deux raisons. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir le nombre de condamnations de Pfizer aux États-Unis. Ah oui, par milliers. Ah oui, absolument. Des centaines de millions de dollars d'amende. Tout simplement parce qu'on est passé, des drogues naturelles. Comme vous le savez, une drogue, un excipient de l'opium, ça peut être de la morphine pour calmer la douleur, et ça peut devenir de l'héroïne. Donc, vous avez obligatoirement une fabrication en laboratoire. Bien. Des laboratoires tout à fait artisanaux. Il en est de même de la cocaïne. Vous passez de la coca, les laboratoires, etc. Par conséquent, les laboratoires pharmaceutiques, au travers des opiacés et de l'accoutumance aux opiacés, ont permis deux choses. Premièrement, d'anesthésier, d'endormir la vigilance
des citoyens, des habitants qui consomment, n'est-ce pas? Et deuxièmement, de s'enrichir avec le poison. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Hein, créer le besoin pour en tirer profit, c'est, pour ce qui me concerne, je ne l'ai pas trouvé ailleurs, mais c'est un peu ce que je donne comme définition du système mafieux. Donc le système mafieux, il faut Alors, bien... Il y a aussi par ricochet, vous en arrivez peut-être aux principales mafias, les mafias de la drogue. Donc vous dites que les États sont occidentaux, non seulement sont impuissants, mais organisent leur impuissance, ou tout au moins il faut mettent en revenir à scène l'histoire. leur impuissance. C'est invraisemblable. Oui, mais non, mais... Alors, allez-y. Vous allez comprendre. Il y a une partie historique qui est incontournable, comme d'habitude. La drogue et la finance, les deux réunis comme armes de conquête, vous pouvez situer ça, je dirais, vers 1848, 1860, avec les guerres de l'opium. Ah oui, en Chine. C'est-à-dire que les Anglais ont fait en sorte que l'opium qui était cultivé en Inde, de prendre les marchés en Inde avec ce qu'ils avaient déjà créé, les comptoirs qu'ils avaient déjà en Inde, et avec des cartels qui faisaient le commerce, etc. Mais pour ouvrir des comptoirs commerciaux en Chine, ils ont mené cette guerre de l'opium, comme vous le savez, en 1848, c'est-à-dire 1860. en rendant presque obligatoire la consommation d'opium. Mais c'est ce qui s'est passé. Pour anesthésier les populations et les envahir. Et dans cet ouvrage, je ne vais pas faire la lecture pour ne pas être fastidieux. En revanche, tout a été écrit. Hein. Il y avait un numéro d'Historia qui est remarquable, vous pouvez le retrouver. Les guerres de l'opium, il y a un numéro d'Historia. Et dans ce numéro, je l'ai cité dans mon ouvrage, je ne vais pas à chaque fois faire la lecture, vous aviez le conseiller de l'empereur qui a adressé une lettre à la reine Victoria, la mettant en garde sur le fait, d'une part, que les navires qui faciliteraient l'opium seraient combattus, et ils ont perdu cette guerre d'ailleurs. Vous savez, effectivement, les palais qui ont été détruits, d'où la lettre de Victor Hugo. Victor Hugo avait pris position très courageusement, d'ailleurs. Le palais d'été. Absolument. Le palais d'été. Fameux. Absolument. La fameuse lettre de Victor Hugo. La Chine était démunie en face de l'arsenal. Exactement. C'est toujours cette manie des Anglo-Saxons de bombarder, C'est une guerre de conquête. Ils ont bombardé la France en 1944, maintenant ils bombardent à peu près tous les pays. Ils ont bombardé le Japon, ils ont bombardé... Oui, mais ce ne sont pas seulement les Anglais. Arabes, ils bombardent, voilà. La population, il faudrait s'identifier à un Occident dont le signe distinctif est de bombarder le reste du monde. C'est invraisemblable. Mais c'est une guerre de conquête, je vous répète, qui a été... J'ai essayé dans cet ouvrage, guerre de conquête à l'aube du troisième millénaire, c'est-à-dire que l'étude de l'histoire des grands empires qui ont pu exister et qui ont dominé une partie de la planète au cours des 16e, 17e, 18e et 19e siècle, et même plus à l'Empire romain, Alexandre, etc., si on recule dans l'histoire, il m'est apparu évident, travaillant sur les institutions et sur ces aspects historiques et de guerre, que la guerre était la base même de toute conquête, mais qu'en revanche, au XXe siècle, elle avait adopté une nouvelle forme. Je m'explique. La prédation financière. Voilà. La prédation financière, elle a commencé. C'est pour ça que vous savez que la guerre de l'opium a amené la création d'HSBC, des banques, n'est-ce pas? Et ça a permis d'enrichir les milieux financiers anglais. Oui. Les milieux financiers anglais, lesquels, lorsque vous avez, à la fin du 19e siècle, vous avez 2 crises financières majeures aux États-Unis, 2 crises financières, et c'est JP Morgan, paraît-il, qui sauve les banques américaines et qui va créer en 1913 la Réserve fédérale avec des banquiers. Dans ces banquiers, vous avez la City, vous avez la Banque d'Angleterre qui n'apparaissent pas, mais qui ont, je dirais, déjà... Banque fédérale qui n'est pas publique. Hein. Qui n'est pas publique, c'est privé. C'est privé, c'est un consortium de banques. Absolument. La banque dite fédérale, elle est fédérale si on veut, mais elle n'est pas publique. C'est fondamental parce que on ne peut pas... Elle fédérait les banques du monde entier, notamment anglaises. Voilà, on a bien compris. Banque allemande, banque anglaise. Mais c'est l'Occident, ça, c'est l'horreur de l'Occident. Auquel on voudrait associer la France dans une pipe. Oui, alors là, j'ai eu une discussion récemment que je n'avais pas du tout appréhendée et qui est pertinente d'ailleurs.
Je ne sais pas si c'est pas vous d'ailleurs, Paul-Marie. Si, mon cher Roland, c'est vous qui m'avez corrigé. C'était à table. C'est vous qui m'avez corrigé à juste titre. Non, mais c'est très vrai. Je dois, dans une revue des services spéciaux, parce que je travaille avec des militaires sur le rapprochement armée-justice. Il faut dire que vos conseils sont très écoutés, parce que vous avez une connaissance encyclopédique d'un certain monde qu'on connaît trop peu, parce qu'il est protégé par le secret, c'est d'où la phrase « nous régnons en n'existant pas ». Si on résume... Et y compris les militaires qui vous consultent beaucoup, et vous avez beaucoup de liens avec des... Oui, mais parce que, Paul-Marie, mais ça, non, mais au travers de nos entretiens, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre, parce que vous avez parfaitement compris. Si nous résumons, il y a la guerre conventionnelle, et il y a ce qu'on appelle la guerre asymétrique, non conventionnelle, et les militaires avec lesquels je collabore, et avec lesquels nous discutons, ont admis que la guerre, c'est tous les jours. La guerre, c'est tous les jours, pourquoi ? Tout simplement parce que la finance qui s'est mise en place en 1913, en réunissant les banquiers dans l'île de Jekyll, ça ne s'invente pas, effectivement, sont à l'origine, pour certains, de certains conflits, n'est-ce pas, la guerre de 14-18, à savoir que, pour faire travailler le complexe militaro-industriel, la hiérarchie, je dirais, aux États-Unis, et ce n'est pas de moi, il suffit de prendre la documentation qui existe, vous avez la réserve fédérale, la planche à billets, vous avez le complexe militaro-industriel, parce qu'effectivement, il faut avoir un bras armé. La NSA et la CIA... D'autant que la guerre rapporte. Eh bien, c'est pour ça. Donc, il y a à chaque fois un double objet. Créer le besoin pour en tirer profit. Et financer. Voilà. Il faut de l'argent. Et alors là, on arrive à notre sujet crucial, on le voit avec les événements d'aujourd'hui, c'est que lorsque la guerre non conventionnelle aboutit, sinon à un échec, mais arrive un petit peu, et c'est ce qui se passe avec la montée en puissance de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de la Corée, du Pakistan, de l'Inde, etc. Tous ces pays du Brésil qui ne partagent pas tout à fait et qui ont gardé un mauvais souvenir de cette colonisation anglo-saxonne et financière, je dirais, financière, dans laquelle vous avez tout. Il n'y a pas que la communauté juive, encore une fois, que des banques juives existent, c'est vrai, mais je ne dis pas qu'elles sont minoritaires, etc. Elles font partie d'un tout. Pourquoi l'article... Oui, le mot, c'est l'Occident, en fait. Voilà. Alors là, vous m'avez appris beaucoup de choses, au travers de Bossuet, on en parlait l'autre jour, mais l'Occident chrétien, en fait, c'est pas l'Occident chrétien. En fait, vous avez la chrétienté, les catholiques, et effectivement, depuis Henri VIII, avec l'anglicanisme et les raisons, vous savez, le calvinisme, Luther, la montée en puissance, Max Weber, n'est-ce pas, le protestantisme et le capitalisme, etc. Je veux dire que vous apercevez tout de même qu'au travers des influences, parce que je dois rédiger un article là qui est sous ce titre, mais je ne vais pas déflorer le sujet, vous apercevez quand même que ce qui a pesé sur nos mentalités, c'est d'une certaine façon la méfiance vis-à-vis de l'argent. Oui, la méfiance catholique. La méfiance catholique. D'où chrétienne d'ailleurs, orthodoxe aussi. Oui, et puis les rois se méfiaient de l'argent. Saint-Louis, je ne vais pas faire la lecture d'une déclaration de Saint-Louis qui est absolument remarquable à ce point de vue-là. Et par conséquent, une épigraphe de Balzac, le secret des grandes fortunes est un crime oublié, que dans les Rougon-Macquart, c'est Balzac qui cite, etc. Et par conséquent, je dirais que au XXe siècle, cette guerre de conquête s'est simplifiée, Paul-Marie. Elle s'est simplifiée, on peut l'appréhender aujourd'hui au travers de la finance. C'est-à-dire que l'argent a été à la fois le nerf de la guerre, une arme de conquête, mais au travers notamment des trafics, du blanchiment de l'argent criminel, de l'évasion fiscale pour certains sujets, on peut l'évoquer ici. L'argent a permis d'acheter des entreprises, mais également d'acheter des hommes. Et si nous avons créé le prix Joey Falcon avec Laurent Inker, malheureusement décédé 3 mois après ma compagne, puisque ma compagne est décédée des suites du Covid, maladie neurodégénérative provoquée, parce que le Covid est une arme biologique. Pas du Covid et du soi-disant traitement anti-Covid. Non, parce que nous avions refusé le vaccin, mais les études qui viennent des États-Unis, il y a plusieurs maintenant, et Kennedy s'en est fait l'apôtre, aux États-Unis, et ça il faut leur reconnaître que ça vient des États-Unis, tous les dossiers qui arrivent aujourd'hui, mais également des procès aux Pays-Bas et dans d'autres pays, sauf en France, reconnaissent aujourd'hui que c'est une arme biologique.
Le Covid est une arme biologique, comme il a pu en exister d'autres. Il y a un ouvrage d'un professeur de droit dont j'assure la diffusion. Je ne vais pas oser vous l'apporter aujourd'hui parce que je sais que je ne voulais pas alourdir. Mais je reçois une dizaine de livres par mois, donc j'ai un peu peur de crouler. Et tout a été écrit. Les armes biologiques, ce sont des armes biologiques et la drogue fait partie des armes biologiques. Voilà, j'ai compris. Et vous enrichissez, excusez-moi, je termine là-dessus, le vaccin permettait effectivement à la fois d'empoisonner et de dire, attendez, nous avons le traitement. Le vaccin n'a absolument pas respecté les protocoles habituels en cette matière et par conséquent, il a provoqué également des troubles menstruels chez les femmes, des AVC, des myocardites et plus rarement, malheureusement, des maladies neurodégénératives. Bon. Alors, revenons à ce que vous nous disiez à l'instant. Il y a un antidote tout de même. Oui. Ce sont les États et leur instrument majeur qui est la justice. Et l'armée. Alors, et l'armée. La justice et l'armée. Les deux. Les deux piliers. Alors, la justice, voilà un avocat qui croit en la justice, même en principe, parce que vous êtes un curieux mélange et magnifique mélange de républicanisme, on peut dire, et de chrétienté, ce qui d'ailleurs est un peu le résumé de l'histoire de France, de cette façon, vous la prenez tout entière. Vous valorisez beaucoup l'institution judiciaire Absolument. au service de la démocratie. Absolument. Complémentaire, c'est indissociable. En sachant très bien qu'en ce moment, ce lien est un peu rompu. C'est pas qu'il est rompu, c'est qu'il n'a jamais existé. C'est-à-dire entre la justice et la démocratie. Oui, alors, excusez-moi. Allez-y. Alors, avant de m'intéresser, alors, je suis obligé, excusez-moi, je fais des digressions, c'est pas toujours... C'est quoi ça sur un bâton rompu ? C'est l'introduction à la pensée de Roland Sanviti et à ce livre Guerre de conquête à l'aube du troisième millénaire. C'est d'une grande simplicité. Non, mais c'est d'une grande simplicité. C'est d'une grande simplicité. Lorsque j'étais étudiant, je me suis beaucoup intéressé aux institutions romaines de l'Empire romain. Bien, donc sur lesquelles, effectivement, nous vivons actuellement. Le droit romain, on ne va pas y revenir, on ne va pas faire de pédantisme en développant ça, mais on pourra l'évoquer. En revanche, en 1972, j'ai rédigé un mémoire à la faculté de droit sur la régionalisation étant Corse, pour des raisons familiales que je n'évoquerai pas ici, ma famille, entre Paris, la Corse, des cousins magistrats, enfin bon. Par conséquent, nous étions très sensibles, je dirais, à des mouvements autonomistes. Il y a un article là, qui vient de sortir au mois de février sur l'autonomie de la Corse, qui donne en discussion. Donc d'emblée, j'étais très sensible, je dirais, à la place de la Corse dans la France et la France dans le monde. À savoir qu'il fallait être protégé, et dès l'instant où nous n'avions pas les moyens de nous offrir des Rafales, des sous-marins, il fallait bien avoir en quelque sorte un État qui assure, d'une part, la protection contre nos ennemis, n'est-ce pas, extérieurs. Voilà, un régionalisme bien compris. Voilà. Il sait qu'il a besoin d'un grand État pour le protéger. Absolument, voilà. Absolument. Et d'ailleurs, l'exemple, vous l'avez dans l'histoire de la Corse. Vous aviez, à l'époque de la Révolution, dans les années qui ont précédé la Révolution, on prête à Pascal Paoli, le fait d'avoir inspiré la Constitution américaine. Et il y aurait beaucoup de villes, paraît-il, aux États-Unis qui... s'appellerait Paoli. Ouais. Mais ne pas oublier que la Corse était en quelque sorte convoitée par l'Angleterre et que l'Angleterre espérait trouver dans Paoli quelqu'un qui mettrait la Corse... Un allié contre la France. Absolument. Et ils ont envoyé, à la place de mettre comme gouverneur Paoli, ils ont mis Sir Eliot, ils ont mis un Anglais. Bien. Vous savez que Paoli, je ne vais pas reprendre cette histoire, c'est un peu fâché avec la Révolution. Et par conséquent, au niveau des institutions partant de la Corse et de la régionalisation, vous apercevez qu'avec la Révolution française et l'arrivée de la République, moi j'avais beaucoup travaillé sur la période 9e, 10e, 11e siècle, sur la féodalité. Oui. Et par conséquent, la République, en quelque sorte, vous retrouvez, j'y crois beaucoup, une aristocratie républicaine. Oui. N'oubliez pas que dans l'Ancien Régime, quand vous êtes au 9e, 10e, 11e siècle, ce que l'on a appelé la noblesse immémoriale. La noblesse immémoriale était une noblesse dont on ne connaissait pas réellement l'origine, oui. Mais qui était en principe une noblesse d'épée. Ce qui avait valu à Louis XIV d'avoir une de ses favorites lui disant « Rappelez-vous, sire, que je suis de plus vieille extraction de noblesse que vous-même, n'est-ce pas ?» Bien, on ne va pas non plus reprendre toute l'histoire,
Mais il m'est apparu tout à fait, comment dire, évident que la Révolution française et la disparition de la monarchie, avec cette transition avec l'Empire sur laquelle on pourrait s'étendre, mais vous en savez autant, sinon plus que moi là-dessus, avec tout ce que nous devons à l'Empire et à la codification et aux institutions de l'Empire, il m'est apparu évident qu'il allait y avoir une aristocratie républicaine. Quelle est cette aristocratie républicaine? Et vous avez des extraits dans mon ouvrage au niveau de la justice. À savoir que dès l'instant où le roi, sur son lit de justice, avait le privilège de dire au Parlement « basta, hein, n'allez pas trop loin, l'interprétation de la loi et la justice, c'est moi. C'est moi qui interprète la loi et vous devez appliquer la loi, n'est-ce pas, et non pas la déformer. » Et déjà, les empereurs romains appliquaient le même principe. Par conséquent, dès l'instant où vous n'avez plus la monarchie, le juge suprême, c'est le peuple. Et la réflexion que nous menons, c'est effectivement le passage de l'autorité, la justice étant une autorité dans la Constitution, articles, je crois, 64 et 66, nous sommes pour un pouvoir judiciaire qui viendrait compléter la démocratie directe. Bien. Alors, hélas, le temps passe. J'ai oublié de dire d'entrée de jeu que nous allons avoir un petit bout de conversation avec Nicolas Dupont-Aignan, qui fait paraître hier un livre qui me paraît fort intéressant, qui s'appelle 2027, La liberté ou la mort. Je ne sais pas si nous l'avons en ligne, cher Roland, je sais que vous connaissez Nicolas Dupont-Aignan, et je sais qu'il connaît vos conceptions, ce qui est une bonne chose, parce que je trouve tout à fait entre nous que vous donnez, notamment grâce à la généreuse distribution des livres qui vous ont plu et dont vous assurez la diffusion parmi vos nombreux amis, vous remusclez intellectuellement une droite qui se résume un peu trop, et là c'est ma crainte à propos, souvent dite à ce micro, de la droite américaine, d'une droite trumpiste qui pense que, au fond, la politique consiste à taper sur le reste du monde, quoi. Enfin, et quitte à céder d'ailleurs à un certain suprémacisme blanc, c'est exactement le contraire de ce qu'est la France. C'est peut-être ça l'Occident en train de mourir, mais c'est pas la France, je répète toujours la même chose. Et il importe qu'il y ait une escouade d'esprit libre dans la tradition politique française, beaucoup d'ailleurs appartenant à la tradition gaulliste ou monarchiste, reviennent à des conceptions plus réelles de l'ordre du monde ou le désordre du monde. Et là, sur ce sujet, vos éclairages sont fameux. Un mot en attendant, Nicolas Dupont-Aignan, peut-être. Vous avez créé, vous l'évoquiez tout à l'heure, un prix qui montre votre attachement à l'institution judiciaire dès lors qu'elle est servie par une aristocratie, on a bien compris, républicaine et courageuse. Vous lui avez donné pour nom, d'ailleurs, le prix Giovanni Falcone, du nom de ce juge assassiné, mais qui s'est comporté avec une rectitude et un courage imparables pour mettre fin, en grande partie, je ne sais pas s'il est tout à fait arrivé, mais enfin, à contrebattre le pouvoir de la mafia. Ce qui prouve que la République, ou en tous les cas les États, ou la res publica, peut arriver à mettre fin aux règles des mafias. D'ailleurs. Il n'y a pas d'alternative. Seul l'État peut lutter efficacement lorsqu'il existe. Oui. Lorsqu'il n'y a plus d'État, le système mafieux et la mafia est le cancer de l'État. Oui, ce qui est affreux, c'est que pendant des générations, on a appris, et dans les institutions politiques, j'en fus victime, que les États étaient un peu une survivance du passé, que dans le monde des interdépendances, les États devaient être appelés à disparaître, et les nations qui en étaient l'origine avec elles. Évidemment, ça, c'est un discours de financiers, c'est-à-dire de ceux qui veulent absolument détruire les États pour régner sans partage. Oui. Diviser pour régner. Or, on s'aperçoit qu'il reste les États. Et s'il y a un défenseur de l'État, c'est bien donc quelques grands magistrats, Falcone. Je crois que vous remettez le prix Falcone au mois 28 mai. On peut dire à qui et dans quel cadre la cérémonie? Bien sûr. On peut inviter. C'est ouvert, je pense. Pardon, excusez-moi. C'est ouvert au public. Oui. C'est l'auditorium du barreau de Paris. Nous l'avons remis depuis 15 ans, puisque nous l'avons créé en 2010, à de hauts magistrats, je peux les citer, mais des hauts magistrats qui ont reçu le prix Falcone. Et il y a eu effectivement... L'an dernier, nous l'avons remis au colonel de gendarmerie Florian Manet. Et cette année, nous allons le remettre à un haut magistrat qui était doyen des juges d'instruction au pôle financier, Roger Leloir,
et un colonel de la DGSE, qui est un spécialiste de l'Asie, qui s'appelle Gérard Bouan. Et qui a écrit d'ailleurs, et je le conseille... Je crois qu'il y a un personnage de grand courage aussi. Ah oui, oui, absolument. Gérard Bouan, remarquable. Il a écrit d'ailleurs, c'est un historien également, il a écrit 2 ouvrages sur l'époque napoléonienne, et il a écrit un ouvrage qui est très intéressant et très très bien documenté, Les guerres de l'opium. Oui. Mais aussi, il a mené une action dans le cadre de sa Il a écrit un autre ouvrage qui est un... Oui, non, il n'a pas fait qu'écrire des ouvrages. Ah non, mais il a été actif comme colonel de DGSE en Asie. Oui. Il a écrit il a démantelé certains réseaux aussi. Il y a des... Il faut le dire quand même. Il n'y a pas que les livres. Non, je veux dire que c'est à lui de dire ce qu'il peut dire dans la limite de ce qu'il peut dire, mais il a écrit un ouvrage qui pourra éclairer les auditeurs. C'est Pouvoir et triade, comme ça, voilà. Très bien. Ah, vous aimez les livres. Alors, en fait de livres, nous allons entendre un bobino et nous allons rejoindre Nicolas Dupont-Aignan à l'instant. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, cher Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes au bout du fil, je crois. Oui, bon. Je vous écoute, Paul-Marie. Je sais que vous connaissez Roland Sanviti et ses études qui sont nécessaires pour nous remuscler un peu. Et il aime, c'est ce que je disais à l'instant, spécialement les livres. Notre ami Roland Sanviti, il les distribue tout autour de lui. Quand il a aimé un livre, il faut que tout le monde le lise, mais c'est magnifique. Et vous avez publié hier un nouveau livre, je crois que c'est le 10e, enfin on ne les compte plus, le 12e, finalement vous aimez écrire vous aussi, bon signe, qui s'appelle Rien que ça, non, il s'appelle, La liberté ou la mort, 2027. Ce titre, vous y avez tenu, je crois, mais il est un peu dur, non? Non, il est vrai. Notre pays est menacé de disparition, ou du moins de relégation en 3e catégorie, de 3e division, comme on dit en football. Et ça, c'est pas acceptable. Et les Français ont le choix, contrairement à ce qu'on leur dit matin, midi et soir. Et donc, j'ai voulu, dans ce livre, leur expliquer comment j'avais vécu ces 20 dernières années, ou même ces 30 dernières années, l'esprit d'abandon qui règne au sommet, comment j'avais essayé de lutter. Et puis, comprenant cela, j'ai essayé d'indiquer un chemin pour changer de cap, c'est-à-dire reconquérir notre indépendance, retrouver notre démocratie, et se retrousser les manches pour résoudre les problèmes profonds du pays. Alors, c'est un peu un livre-programme, tout le monde sait, mais ça vaut d'être rappelé, que vous êtes candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans exactement un an, en avril 2027. Vous vous singularisez par rapport à bien d'autres candidats de notre famille de pensée parce que vous tenez à l'État, à l'indépendance de la nation, notamment en matière de géopolitique. Vous ne manquez pas d'ailleurs de courage pour braver la pensée magique, la pensée unique. On en parlait tout à l'heure avec Roland Sanviti à propos de la Covid. Vous avez été un des premiers à pourfendre l'imposture de la Covid, ce que Roland Sanviti appelle... l'arme biologique. L'arme biologique, oui, c'est ça. Donc, bravo pour votre courage et vous singularisez beaucoup de ce point de vue vis-à-vis d'autres candidats que vous allez affronter. Est-ce que c'est un programme, ce livre? C'est d'abord un récit de votre vie depuis 25 ou 30 ans, depuis que vous menez un combat auquel il m'est arrivé de reprocher d'être solitaire, mais pas tant que ça. Vous avez eu déjà 5% des électeurs en 2017. Il se trouve que la première partie du livre, comme il est sorti hier, je n'ai pas tout lu pour tout vous dire, et la suite de vos désillusions et une attaque en règle contre tous les personnages qui ont incarné la droite. Alors Chirac en prend pour son grade, à peu près tous d'ailleurs, y compris François Fillon. Vous avez la dent dure avec François Fillon, mon cher Nicolas, mais enfin... en tous les cas, au milieu de tout ça, vous avancez tout seul, mais sur une ligne droite. Et quand on vous propose, par exemple, des ministères, vous les refusez. C'est rare en politique. Quand on vous propose des ralliements, vous les refusez. Et quand on vous dit, en 2007, que Nicolas Sarkozy a absolument besoin de vous, mais vous ne voulez pas le rejoindre à cause du traité de Lisbonne, je salue ce très beau parcours, très, très intransigeant.
C'est une vertu en politique, l'intransigeance, Nicolas Dupont-Aignan? Ah non, c'est une tare. Ah bon? Mais je ne suis pas intransigeant. Simplement, je ne vois pas l'intérêt d'être ministre pour céder le pouvoir à des commissaires ou obéir à des commissaires européens corrompus et nommés par des intérêts. C'est pas pour faire le malin que j'ai refusé. D'ailleurs, on m'a pas tant proposé que ça. Hein. C'est surtout que... Enfin, Sarkozy, en 2007, il vous fait la cour. Hein. Non, il voulait, c'est différent. Il voulait que moi, le défenseur du non au référendum de 2005, je vienne dire, et alors peut-être m'eût-il confié quelque chose, et je vienne dire devant les Français, le traité de Lisbonne, qui est le viol intégral du refus des Français au référendum, n'est pas du tout la même chose que la Constitution européenne. Mais je ne pouvais pas me trahir à ce point. C'est-à-dire qu'il suffisait de lire le traité de Lisbonne qu'il a fait voter par le Parlement, qui était la copie conforme du texte qu'avaient rejeté les Français. Oui, oui. Et il voulait que je vienne en caution, en alibi. J'ai pas une gueule d'alibi. C'est-à-dire que, vous savez, moi j'aurais été très heureux de gouverner. Mais le problème de fond, c'est que je ne voulais pas mentir aux Français. Oui. Je ne voulais pas qu'on prenne mon nom et mes convictions comme un alibi. C'est-à-dire venir au gouvernement pour faire croire aux Français qu'on gouverne, alors qu'on ne fait qu'appliquer des directives, des règlements contraires à l'intérêt national, profondément contraires à l'intérêt national. Et ce n'est pas une pétition de principe, ça ne m'a pas fait plaisir, vous savez, et j'aurais aimé qu'on soit plus nombreux, et j'aurais aimé être moins seul, mais j'ai expliqué très concrètement dans le livre, thème par thème. Alors je sais que ça peut être... J'ai apporté des chiffres, agriculture, industrie, énergie... voilà, moi je ne peux pas être dans un gouvernement qui va acheter de l'électricité en baie de Saint-Brieuc dans des éoliennes marines à 198 € le mégawatt, alors que notre électricité nucléaire, EDF, vendait son électricité de centrale nucléaire à 42. Oui. Vous comprenez? Moi, j'accepte pas qu'on donne 12 milliards d'euros par an. Oui, j'accepte pas qu'on donne 12 milliards d'euros par an à des producteurs privés d'éoliennes, d'électricité éolienne, pour produire une électricité trop chère et qu'on double la facture en 20 ans des Français. Ce que les gens ne comprennent pas toujours, et c'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre, c'est que les abandons ne sont pas intellectuels. Les abandons, ils sont très... On assiste à un pillage du pays. Ils sont d'abord intellectuels. Alors, Nicolas, pardon, on a peu de temps. On a peu de temps. Ce bout de conversation, a pour but d'annoncer que vous serez la semaine prochaine, je l'espère, dans ce studio. J'espère que vous allez me confirmer la promesse que vous m'avez faite avant-hier et que nous allons pouvoir reprendre ce livre la semaine prochaine, je voudrais l'annoncer, parce que je crois que c'est un livre très important et il me semble que ça constitue une bonne base de départ pour la présidentielle de 2027. Voilà. On peut se dire à mercredi prochain, Nicolas ? Ben, écoutez, je l'espère. Je vous ai dit oui, donc ça doit être vrai. Ah. Et donc, je vais vérifier. Mais que votre oui soit un oui. On est le combien la semaine prochaine? Oui, le 29 avril. Il n'y aura pas de souci. Très bien. Non, parce que c'est un livre que j'aurai le temps de finir d'ici là et dont je veux reparler. Vous n'avez pas lu la suite, mais il y a des propositions très concrètes. Oui. C'est pas un livre simplement de lamentation. En tous les cas, il est dans les librairies depuis hier. Donc c'est tout frais et merci d'avoir annoncé ce livre de façon si fraîche. Et à mercredi prochain, Nicolas Dupont-Aignan. Merci encore. Ça s'appelle 2027, la liberté ou la mort. Bien, relançons vite. Je sais que nous aurions besoin de plusieurs minutes et peut-être de plusieurs heures pour continuer à parler de vos thèmes chers. Et je vous félicite beaucoup pour tout ce que vous faites. J'annonce de nouveau le prix Giovanni Falcone est remis, je crois, à la fin du mois de mai, le 28 mai. 28 mai. Où à la Maison du Barreau, place Dauphine, derrière le Palais de Justice. Et nous allons finalement nous réconcilier avec l'idée de droit et l'idée de justice. Oui, il faudrait développer. L'intérêt, encore une fois, de toutes ces discussions et des institutions, c'est de voir la conséquence sur la vie quotidienne des Français de cette situation depuis plus de 50 ans. C'est le seul intérêt. Ce n'est pas de faire des institutions pour des institutions, ni de l'intellectualisme. Le chômage, l'insécurité sont la conséquence de cette mainmise. Pour terminer également, Yvan Blot avait écrit en 2014, je crois, 2014, l'Europe colonisée.
Alors, Relance en Viti, guerre de conquête à l'aube du 3e millénaire, édition Bernard Giovanancelli, pardon, c'est un nom difficile à prononcer. J'espère que vous allez revenir régulièrement dans ce studio Relance en Viti comme vous le fîtes dans les années 90. Et je suis content de vous retrouver et Radio Courtoisie est ravi de vous retrouver. Oui, surtout, à mercredi prochain, chers auditeurs. D'ici là, n'oubliez pas, Domine Sanctam Fac Galliam, Seigneur, protégez la France.